j'aime ton nouveau look. Le deuxième épisode de la saison 3 est déjà là, et apporte des réconciliations susceptibles de pimenter l'intrigue. Pour commencer, Cassie est tellement obsédée par son mariage parfait que dans sa quête des fleurs qu'elle désire tant, elle gâche la vie de son fiancé. Mais ce n'est pas tout, sa réputation de fille bleue menace de ruiner sa vie avant même qu'elle ne débute. Pour Rue, sa vie s'améliore, mais elle veut tout gâcher et finit par retourner dans le passé, poussée par une profonde nostalgie. Mais avant de te montrer comment les filles s'entrelacent à nouveau et ruinent des vies, nous adressons un remerciement spécial aux membres du club élite N-Minutos pour leur soutien. Pour rejoindre la famille et accéder au contenu exclusif, clique simplement sur le bouton « Rejoindre ci-dessous ». Une semaine après, le deuxième épisode de la saison 3 d'Euphoria est déjà disponible. Il débute en nous montrant une partie de l'histoire de Maddie dans la grande ville. Dès ses débuts, elle s'est présentée à une femme qu'elle suivait depuis un moment et, grâce à sa détermination, a obtenu un poste d'assistante personnelle. Cependant, dans une ville où le chaos est une constante, sa mère ne la laissait pas en paix. Elle recevait chaque jour des appels lui demandant comment elle allait et la pressant de rentrer et de trouver un travail local. Malgré la pression familiale, Maddie était résolue à réussir seule et à accomplir de grandes choses. Quand la pandémie est arrivée, elle a passé 1 mois chez elle à ne rien faire, recevant les chèques d'aide mais convaincue qu'elle serait licenciée après la crise. Face à la situation, elle a agi sans attendre, utilisant ses économies pour voyager et recruter de nouveaux talents pour l'agence. À ce moment-là, elle représentait déjà Dylan, mais elle devait trouver une fille attirante qui soit à la hauteur de ses exigences et donne une nouvelle impulsion au changement que la pandémie imposait au monde. Ainsi, Maddie et son agence ont été pionnières sur les réseaux sociaux, ouvrant la voie à la tendance consistant à montrer une vie apparemment normale devant les caméras, bien que tout soit soigneusement planifié. Le travail de Maddie consistait principalement à gonfler les comptes de ses filles très attirantes, en profitant de la notoriété de Dylan et d'autres clients établis de l'agence. Ceux-ci apparaissaient dans leurs diffusions en direct et leurs vidéos, se montrant tous ensemble en train de s'amuser lors de fêtes qui, en réalité, n'étaient rien d'autre qu'une mascarade soigneusement orchestrée. Une fois qu'elles atteignaient le 1 million d'abonnés, il était temps de rendre l'appareil pour toute l'aide qu'on leur avait apportée gratuitement au départ. À ce moment-là, on leur ouvrait un compte OnlyFans pour qu'elles commencent à générer d'importants revenus, permettant ainsi à Maddie de toucher sa part respective. La sensualité de ces jeunes femmes a commencé à se vendre avec succès, et l'utilisation stratégique de Photoshop pour porter les photos à un niveau de perfection esthétique a fini par captiver leurs abonnés. L'argent a commencé à affluer rapidement, et même Dylan s'est intéressé à l'affaire, car la pandémie avait interrompu les tournages et ses revenus personnels commencèrent à se faire rares. Cependant, il a déclaré qu'il voulait d'abord tester la marchandise personnellement. Maddie a décidé de les présenter, pensant que ce serait une excellente idée pour stimuler les ventes des photos osées. Le seul inconvénient fut que Dylan n'a pas été assez discret en sortant avec Caitlin, ce qui a permis aux paparazzi de les photographier et a fortement déplu à sa patronne. Ce matin-là, Maddie a reçu une sévère réprimande. Sa patronne l'a menacée de la licencier sur le champ si elle ne fermait pas sa petite activité parallèle, qui mettait en danger la réputation des principaux clients. Sous la pression, elle a décidé de laisser partir Caitlin, qui a continué le projet seule, une décision que Maddie regretterait amèrement peu de temps après. 1 an plus tard, alors que Maddie travaillait encore pour à peine 800 $ les week-ends, Caitlin facturait 700 000 $ par mois en tenant compte des 30% de commissions que Maddie percevait au départ. Cette somme lui aurait changé la vie à jamais. Cette nouvelle a frappé Maddie comme une tonne de béton. Elle restait coincée en tant qu'assistante, tandis que la fille qui avait pris son idée devenait multimillionnaire, avec à peine une fraction de son intelligence. D'un autre côté, Rue passait du temps avec son nouveau patron, un homme lui enseignant comment devenir obscènement riche, en tirant profit de chaque avantage sans rien céder. Cependant, cet apprentissage exigeait un travail pénible. Pendant des semaines, Alamo a chargé Rue de s'occuper des cochons, et l'a rendu responsable d'effacer toute trace de Tish dans la maison. Le moindre oubli pouvait les envoyer en prison. Bien que Tish ne soit pas la première femme à mourir là-bas d'une overdose, elle serait peut-être la dernière. Après avoir ramassé le tapis, Rue a fait tomber une boucle d'oreille. Accidente. Au même moment, Alamo discutait avec Laurie de la question de la marchandise altérée et des plans pour résoudre le problème. Il estime qu'il mérite une indemnisation équitable, même s'il sait que dans le commerce des substances illicites, il n'y a aucune garantie. À cet instant, le moment précis où Faye a commis l'erreur fatale est révélé. Il a oublié de nettoyer la balance, laissant du fentanyl dans la commande d'Alamo, ce qui a causé la mort de Tish, aujourd'hui enterrée. Cependant,
Alamo ne cherche pas d'argent en compensation pour l'erreur, il veut Rue. Il explique à Lowry qu'elle peut oublier la dette de la jeune fille, car désormais Rue lui appartient et rien ne peut l'empêcher. L'accord proposé est simple. Lowry a causé la mort de l'une de ses filles, donc il gardera la sienne. Lowry, n'étant pas d'accord avec cette imposition, finit par insulter Alamo, ce qui déclenche une dispute qui pourrait rapidement dégénérer en un conflit plus grave. Pendant ce temps, dans la cour, Rue s'occupait de brûler les affaires de Tish. Il a tout mis dans un conteneur et a laissé l'essence consumer les restes, incapable d'éviter la sensation d'avoir finalement scellé un pacte avec le diable. 1 heure après, Alamo lui a donné 300 $ et affirmé qu'elle faisait désormais partie de la famille. À la fin de la journée, elle a quitté le manoir en se sentant enfin libre après des années passées dans l'enfer que représentait la négociation d'une dette interminable avec Lowry. Ce soir-là, elle était en boîte de nuit, profitant de l'ambiance, quand il a fallu commencer son travail. Le propriétaire lui a brièvement expliqué ses nouvelles tâches. Elle serait chargée de superviser à la fois les substances et les filles, une tâche qui s'avérait compliquée étant donné que sa sexualité était désormais plus présente que jamais. Dès son arrivée, une jeune femme s'est aussitôt intéressée à elle. C'était une femme magnifique, avec un sourire venu d'ailleurs, devenant immédiatement la préférée de Rue, qui lui réservait la salle VIP chaque soir. Ses clients, principalement des hommes d'affaires, consommaient de la poussière d'ange et payaient cher pour l'expérience. Quant à Rue, ses tâches allaient de déboucher les toilettes à maintenir tout impeccable pour que l'établissement fonctionne sans accroc. À la fin du service, l'argent était partagé également. Mais la fille séduisante recevait toujours plus de pourboires grâce à son talent. De plus, elle avait l'habitude de garder le surplus de marchandises. Et ce soir-là, elle décida d'attendre Rue dans sa camionnette pour se présenter officiellement. Bien que l'offre soit extrêmement tentante, l'accepter signifiait enfreindre 2 des 3 règles strictes qu'Alamo avait spécifiées. Ne pas consommer de substances au travail et ne pas coucher avec les filles. Malgré les avertissements, Rue s'est laissé emporter et a tout fait avec Angel cette nuit-là dans la camionnette. Cependant, chaque nouvelle expérience intime avec d'autres femmes lui rappelait inévitablement Jules, qu'il n'avait pas vu depuis quelques années, et dont elle ne savait absolument rien. Bien qu'ils soient restés ensemble un moment, la connexion n'a jamais retrouvé l'intensité du lycée. À cette époque, Rue se trouvait dans un endroit très sombre à cause de sa forte dépendance aux bonbons. À plusieurs reprises, elle a appelé sa mère en pleurant et suppliant pour de l'aide, mais elle a ignoré ses appels. Ce rejet a plongé Rue plus profondément, détruisant le peu de bien qui lui restait. Cela inclut son lien avec Jules, ce qui a définitivement brisé leur relation. Dès lors, sa vie a commencé à décliner. Travailler au bordel d'Alamo lui paraît désormais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Le vendredi soir offre le cadre idéal pour que Rosalia fasse son apparition spéciale en interprétant Magique, une danseuse frustrée qui ne pouvait pas travailler à cause d'une blessure au cou. Il s'avère qu'elle a eu un petit accident et doit maintenant porter une minerve. Si elle l'enlève, elle risque de se blesser à nouveau et de perdre un accord légal de 12 000 $. Cependant, le patron ne s'intéresse absolument pas à sa procédure judiciaire. Le public la réclame, et ce n'est pas pour qu'elle chante. À chaque seconde qui passe, elle risque de mettre Alamo en colère parce qu'elle ne lui rapporte pas d'argent. Pendant ce temps, dans l'une des loges VIP, Alamo se trouve avec ses associés en train de discuter des insultes de la mère. Pour lui, recevoir des insultes raciales est une chose, mais qu'elle l'ait traité de porc est un manque de respect qu'il n'est prêt à tolérer sous aucun prétexte. Pendant qu'Alamo débat des mesures à prendre contre Lowry, Angel s'approche pour demander où se trouve Tish. Il perd patience face à ces questions, lui répond sèchement qu'elle est amoureuse et ne reviendra pas, lui conseillant d'arrêter de poser des questions sur elle. Ro remarque l'emportement émotionnel d'Angel et décide de prendre une courte pause pour découvrir ce qui se passe. Cependant, juste avant de l'atteindre, il entend un appel et voit Angel laisser un message vocal à Tish, qui était autrefois sa petite amie. Angel s'effondre à cause de l'incertitude de ne pas savoir où elle est. Malgré cela, il envisage de risquer son nouvel emploi en révélant la vérité. Il continue simplement son chemin et remet au gérant l'argent collecté pendant la journée, pendant que celui-ci range tout dans le coffre-fort. Ils discutent tous les deux du parcours du patron dans cet endroit. Le lendemain matin, Ro décide de rendre visite à Maddie, qui possède une vaste collection de vêtements de créateurs. Bien que rien de tout cela ne lui appartienne, elle s'amuse à essayer les vêtements et à faire semblant d'être des femmes accomplies. Ro dit se sentir utile en travaillant au bordel. Elle résout des problèmes, gagne son argent, et les filles lui sont reconnaissantes. Elle affirme que c'est le meilleur emploi de sa vie. Après un long moment, les substances ne sont plus sa principale motivation. Désormais, ce qui la pousse,
c'est de bien faire son travail dans l'espoir que un jour, cela la rende riche. Cependant, malgré ses progrès et le fait qu'elle se sente enfin bien sans être sous l'influence des pilules, elle n'a pas pu arrêter de penser à Jules. Elle ressent une profonde curiosité de savoir ce que Jules est en train de faire en ce moment. C'est alors que Maddie la prévient que, si elle envisage vraiment de la chercher, elle doit bien réfléchir à ses actions. Elle ne veut plus la blesser. Pourtant, elle souhaite la revoir et rattraper le temps perdu, repensant sans cesse à ce qu'elles auraient pu être si son adolescence avait été moins difficile. Face à cela, Maddie lui dit qu'elle doit choisir la tenue parfaite, car Cassie l'a invitée à déjeuner, et ce sera la première fois qu'elles se verront, après plus de 5 ans. C'est dommage qu'elle soit maintenant avec Nate, car c'est exactement le genre de fille que Maddie rechercherait toujours pour son entreprise. Belle et sensuelle, mais complètement manipulable et désorientée. À une personne comme Cassie, il serait possible de lui soutirer des millions de dollars, ce qui permettrait de garder bien plus qu'une simple commission de 30%. Ce que Maddie ignore, c'est qu'à ce moment précis, Cassie est déjà en train de prendre ses premières photos pour sa page, profitant d'une glace par un après-midi ensoleillé. Sur les images, on peut voir la glace fondre partout. Une prise qui vaudrait facilement 50 $ pour n'importe quel amateur de ce genre de contenu. Cassie est tellement désespérée de recevoir de l'attention qu'elle est capable de se prendre en photo n'importe où et n'importe quand, transformant même le jardin de sa maison en un véritable spectacle pour adultes. Cet après-midi-là, on peut voir Cassie arriver à l'hôtel, où elle a convenu de retrouver Maddie à bord d'une voiture de luxe. Au contraire, Maddie conduit une vieille voiture qu'elle a garée de l'autre côté de la rue, pour éviter qu'on la voie arriver avec. Après s'être garée, Cassie a attendu plusieurs minutes, jusqu'à ce que Maddie arrive enfin, portant un énorme manteau de fourrure malgré la chaleur. Bien que sa tenue ne soit pas adaptée au temps, elle était fabuleuse, comme elle le souhaitait. La nuit tombée, elle se retrouve dans un quartier de Los Angeles. Cassie réalise alors que Maddie a plus de succès qu'elle et qu'elle pourrait vraiment avoir besoin d'elle. Maddie préférerait être renversée par un bus plutôt que de laisser Cassie découvrir qu'elle n'est qu'une assistante mal payée. Malheureusement, Cassie commence la conversation en demandant pardon pour tout le mal qu'elle a causé, admettant qu'elle a eu profondément tort d'avoir arraché Nate à Maddie. Elle précise qu'elle va bientôt se marier avec Nate, et qu'elle a beaucoup de succès. Donc tout s'est finalement bien passé pour elle. Après quelques verres, Cassie lui avoue qu'elle envisage d'ouvrir sa propre page bleue, et qu'elle a besoin de ses conseils professionnels pour attirer plus de clients et gagner en notoriété. Maddie regarde ses photos et lui explique que même si elles sont très travaillées, elles ne correspondent pas à ce que recherchent les hommes. Le succès réside dans le fait de donner l'impression qu'on ne fait aucun effort pour être sexy. Mendier l'attention, ce n'est pas la même chose que l'obtenir. Peu après leur conversation, Cassie supplie Maddie de devenir sa manager pour atteindre le succès qu'elle souhaite. Cependant, lorsque Maddie lui demande si elle est prête à aller jusqu'au bout, Cassie ne peut s'empêcher de penser à Nate et aux règles strictes qu'ils ont établies. Elle choisit donc de lui mentir et affirme que son futur mari ne lui a fixé aucune limite, qu'elle est libre de tout faire. C'est à ce moment précis que Maddie décide de l'aider, même si elle le fait pousser par un léger sentiment de vengeance au fond d'elle. Elle a l'impression qu'on lui a servi sur un plateau d'argent l'occasion parfaite de détruire la fille qui lui a gâché son adolescence. Au même moment, Nate est obligé d'accepter qu'il ne peut pas gérer l'entreprise de son père tout seul. Il l'appelle pour demander conseil, mais regrette après 5 minutes de conversation. Il décide de ne pas lui révéler les graves problèmes financiers qu'il traverse, et la conversation dérive vers sa réinsertion et les efforts qu'il fait pour se réintégrer dans la société. Après que son fils l'a dénoncé, le père de Nate s'est retrouvé ruiné et inscrit sur une liste de délinquants sexuels qui l'empêche de trouver un emploi décent. Sa vie actuelle est un désastre, mais au moins il jouit de sa liberté et semble s'en satisfaire. D'un autre côté, plus tard le même jour, Nate rencontre un individu pour lui proposer un partenariat commercial. Le type refuse catégoriquement, car il n'est pas prêt à oublier les 550 000 $ que le jeune lui doit encore. Dans une semaine, un autre mois d'intérêt s'ajoutera, et la dette s'élèvera à 600 000 $. À cause de cela, le type lui exige de payer 100 000 $ d'ici vendredi s'il veut regagner sa confiance. C'est seulement alors qu'ils pourront discuter de leur entreprise prospère et de la façon de gagner de l'argent ensemble. Tant qu'une partie de son capital ne lui revient pas, Nate reste pratiquement un homme mort. Le jeune homme quitte la salle, exalté et effrayé, car il est évident qu'il ne dispose pas de cette somme et que son entreprise est en train de sombrer. Bien que demander de l'aide à son père pourrait tout remettre en marche grâce à son expérience, Nate n'est pas prêt à s'abaisser devant l'homme qui lui a gâché la vie. Cal essaie d'expliquer à son fils que ce qu'il faisait était très différent, que c'était une question de contrôle, ce qu'il a mieux compris après avoir suivi des cours pour personnes souffrant d'addiction sexuelle.
Cependant, pour son fils, tout est pareil. Il est gay et il l'a caché toute sa vie. Cal le corrige aussitôt, affirmant qu'il joue toujours le rôle actif, n'a jamais laissé un homme le toucher ainsi, gardant le contrôle, ce qui, selon lui, ne fait pas de lui un gay. De retour au club d'Alamo, Angel commence à perdre patience. Avant le début de la journée de travail, Angel a eu une crise de colère et a lancé des chaussures, blessant le gérant et causant un fort saignement de nez. Tout ce chaos est dû au fait qu'Angel exige de savoir où se trouve Tish, car elle était sa compagne. Il mente constamment, en racontant que Tish est tombée amoureuse d'un homme et est partie avec lui. Rue se propose de lui parler, pensant qu'un peu de tact féminin pourrait aider. Cependant, à peine franchit-elle la porte qu'une chaussure la frappe violemment dans ses parties intimes. Angel lui crie furieusement de partir avec ses foutus conseils, laissant bien entendre qu'il est à bout et que seule la vérité l'intéresse. Comme on pouvait s'y attendre, étant donné que Rue a traversé d'innombrables moments de crise, il sait exactement comment gérer la situation. Il lui rend l'appareil avec quelques-unes de ses propres patos lanzándolos con fuerza para imponer respeto. Après cet échange, Angel accepte de parler. Voyant la douleur sur le visage de la jeune fille, Rue lui demande de l'accompagner aux toilettes. Une fois seul, il lui révèle que sa petite amie est morte d'une overdose de fentanyl due à une erreur de la dealeuse, et qu'elle ne reviendra jamais. Après cela, Rue lui dit à quel point il est désolé, et Angel s'effondre. Il pleure, traversant toutes les phases du deuil en quelques secondes. Le déni, l'effondrement émotionnel et finalement la colère. Moins d'une heure plus tard, Angel était retourné sur scène pour travailler. Mais son expression révélait qu'il était complètement brisé à l'intérieur. Ce soir-là, de nombreux clients qui avaient payé pour ses services ont exigé un remboursement, car elle était trop ivre pour danser et séduire les hommes comme on s'y attendait. Angel est passée d'être la meilleure fille du club à ne plus rien valoir en seulement une semaine, et même Rue n'a pas pu la convaincre de reprendre le travail. Elle a simplement abandonné. Elle a commencé à tromper les clients pour consommer sa Angel Dust, puis elle les laissait frustrés et énervés en pleine séance. Alamo a compris la situation et lui a donné un ultimatum. Suivre une cure de désintoxication ou finir en prison ou à la rue. Comme Angel n'a pas assez d'argent pour payer un centre spécialisé, il était évident qu'elle finirait perdue, tout comme Rue l'a été autrefois. Après quelques mots persuasifs, Rue a réussi à convaincre Alamo de payer la cure de désintoxication de la jeune fille. Cependant, cela signifie qu'il doit d'abord la convaincre de collaborer, ce qui ne sera pas du tout facile. Pour la première fois de sa vie, notre protagoniste a dû vivre ce que sa propre famille avait vécu avec elle pendant toutes ces années. C'était maintenant à elle de gérer quelqu'un n'étant qu'une fraction de ce qu'elle était. Les colères d'Angel n'étaient rien comparées à ce que Rue faisait dans ses pires moments. Mais à présent, elle était de l'autre côté de la médaille. Elle devait être la personne logique, posée et terre à terre dont Angel avait besoin pour reprendre le contrôle de sa vie. Nate a choisi de dépenser tout son argent restant dans une grande fête pour les investisseurs. Tout allait bien au début. Certains participants envisagèrent d'investir jusqu'à 250 000 $, soit le double de ce dont il avait besoin pour régler une partie de sa dette et poursuivre le projet. Cependant, Cassie a commencé à parler de sa nouvelle entreprise aux épouses des investisseurs et à leur montrer ses photos. Il n'a pas fallu longtemps avant que la rumeur ne se répande partout et que la situation ne soit complètement gâchée. Sans même avoir officiellement lancé son entreprise, Cassie a fait perdre à Nate près de 1 000 $ en investissement potentiel. Quelques minutes plus tard, son associé, qui est aussi endetté que lui raconta ce qui s'était passé. Rempli de colère, Nate appela Cassie dans la cuisine pour lui demander de lui remettre son téléphone immédiatement. Elle refusa catégoriquement de lui montrer les photos, car elles enfreignaient toutes les règles qu'il lui avait imposées. À ce moment-là, la vérité éclata au grand jour. Elle a défait tout cela parce qu'il a refusé de payer les 50 000 $ pour les fleurs du mariage. Maintenant, tout le monde sait que Nate a des problèmes financiers et que son projet est voué à l'échec. Nate, excédé, lui a crié qu'il a assez d'argent mais refuse de gaspiller 50 000 $ pour des fleurs stupides. Même si le fait d'avoir de l'argent est un pur mensonge, Nate ne peut pas se permettre que les invités à la fête pensent qu'il est ruiné. C'est pourquoi il lui promet de payer les fleurs, à condition qu'elle supprime le compte immédiatement, mettant ainsi fin à la réunion sur une note amère, et voyant 3 investisseurs partir avec leur capital. Une fois que tous les invités sont partis, Cassie avoue à Nate que c'est Malo, Boda qui a pris les photos et qu'ils s'étaient retrouvés pour déjeuner. En fait, elle lui dit que Maddie voudrait la représenter professionnellement, et qu'elle l'a même invitée au mariage. Nate soupçonne immédiatement que Maddie essaie de se venger, et il avertit Cassie de faire très attention. Cependant, elle est convaincue qu'elles sont redevenues amies, ou du moins c'est ce que Maddie lui a habilement fait croire. Pendant ce temps,
Rue parvient enfin à convaincre Angel de s'inscrire en cure de désintoxication. À son arrivée, la réceptionniste lui demande si elle était la fille envoyée par Alamo, et Rue le confirme. À ce moment, la jeune fille remarque que la vieille femme a les doigts tachés, signe caractéristique de consommation de substances, ce qui n'est pas bon signe. Angel pleure, submergée par la nervosité, et Rue lui promet de la visiter chaque semaine et de venir la chercher à sa sortie. Après un adieu triste, Angel marche dans un couloir sombre, ce sera la dernière fois que Rue la verra. Avant de partir, Rue a demandé à la réceptionniste s'il devait signer un document légal ou enregistrer son nom et celui de la jeune fille. Elle a répondu brusquement que non. Elle lui a ordonné de partir immédiatement et de la laisser finir son film en paix. D'un autre côté, la scène se déplace vers Faye, qui est en plein moment intime avec le neveu de Laurie. Soudain, un grincement assourdissant et une odeur nauséabonde venant de la salle principale les interrompent tous les deux. En montant pour enquêter sur l'origine du vacarme, ils découvrent avec stupéfaction un énorme cochon de plus de 200 kilos, en train de déféquer partout, portant accroché un drapeau avec le message « Souviens-toi de l'Alamo ». Profitant de son séjour en ville, Rue décide finalement de rendre visite à la personne qui occupait ses pensées depuis longtemps. Ce même soir, nous sommes témoins de ses retrouvailles avec Jules, qui paraît vraiment radieuse et vit dans un immeuble d'appartements luxueux. Face à Jules, Rue opte pour une sincérité absolue. Elle lui avoue qu'elle travaille dans une boîte de nuit entourée de femmes magnifiques, qu'elle fume parfois un peu d'herbe, mais évite les substances pouvant à nouveau détruire sa vie. Elle est très enthousiaste pour l'avenir et affirme que son patron est dur, mais l'un des bons. Rue est très curieuse de l'appartement, qui vaut clairement des millions de dollars. Elle sait aussi que Jules n'a pas suffisamment travaillé pour s'offrir un tel lieu. Face à tant de luxe, elle n'envisage que deux options. Jules est soit la protégée de quelqu'un de riche, soit mêlé à une affaire louche et illégale. Cependant, par chance, Jules n'a aucun intérêt à parler de sa situation amoureuse ou financière à ce moment-là. Elles choisissent d'oublier les questions et de se focaliser sur ce que Rue recherchait, le contact physique et la proximité. La tension et la nostalgie accumulées pendant des années semblent se dissoudre tandis qu'elles renouent leurs liens. L'épisode se termine avec les deux, prenant une douche ensemble, laissant ouverte la possibilité que leur histoire compliquée ait encore un long chemin à faire.